présentatrice aujourd'hui est de la Société d'Alzheimer de Chatham. C'est pour le mois de janvier. Krista Schneider est coordinatrice régionale de l'éducation de soutien en cas de troubles du comportement en Ontario à la Société Alzheimer de Chatham-Kent. Étant donné son éventail d'expérience dans ce domaine, ainsi qu'en tant que partenaire de soins pour sa mère, qui est une personne atteinte de démence, Krista est engagée au sein du système de soins de santé afin d'améliorer l'expérience des personnes atteintes de démence et de leurs partenaires de soins. Je passe la parole à Krista maintenant. Allez-y. Merci pour cette présentation. Avant de commencer aujourd'hui, je vais remercier à l'Organisation des aides naturelles et aussi la Société Alzheimer de l'Ontario. Et je veux remercier tout le monde qui sont parmi nous de prendre leur temps sur un calendrier qui est très occupé pour être parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment pour ça. Et je veux prendre un moment aussi pour reconnaître, exprimer la gratitude pour ce que vous faites pendant ces temps difficiles. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Juste, Suzanne m'a présenté, je veux dire, je suis toujours à la société, mais j'ai un autre poste maintenant. Donc, je travaille directement avec les aidants naturels directement et je les aide à naviguer le système. C'est un changement sur mon rôle. Quand je dis que la démence, c'est mon univers, c'est vraiment le cas. Je suis plus que passionnée, non seulement par mon travail auprès de la Société Alzheimer de Chatham-Kent et de soutien en cas de troubles de comportement en Ontario, Derry, Saint-Clair, mais également à propos de mon rôle en tant car thérapeute et du rôle plus important d'entre nous sur la partenaire des soins de ma mère, Anne. Elle est atteinte de démence et j'ai l'honneur de passer du temps avec elle et de l'accompagner dans son expérience. Aujourd'hui, on va parler de comportement réceptif. C'est une discussion que nous avons avec le personnel, les partenaires, et c'est vraiment la plus grande opportunité pour partager avec d'autres partenaires de soins concernant le comportement réceptif. Je suis ravie de partager cette information avec vous. Alors, parlons de comportement réceptif. Juste pour le définir, on peut définir le comportement réceptif comme un changement du comportement de base d'une personne pour un comportement existant, nouveau ou s'intensifiant. Il y a beaucoup de raisons pourquoi le comportement réceptif apparaît et c'est notre responsabilité d'identifier, de comprendre ces comportements. Par comportement réceptif, on n'entend pas une personne qui s'extériorise, tente d'attirer l'attention ou provoque délibérément de l'inquiétude. Il s'agit de la communication d'un besoin non comblé. Il est important de noter que pas tout le monde qui a une démence va faire l'expérience du comportement réceptif. Je pense que c'est une supposition de penser que tout le monde qui a une démence aura un comportement réceptif parce que c'est pas très souvent le cas. Et je veux assurer aussi, je veux faire un comportement réceptif. Encore une fois, je réitère, c'est pas une personne qui s'extériorise. C'est, comme je disais, la communication d'un besoin non comblé.
et nous essayons d'être centrés sur la personne, comment on regarde le comportement réceptif. On s'éloigne du langage stigmatisant comme violent, des comportements étiquetés. Et ça implique l'intention de blâmer. Non, nous voulons avoir un langage centré sur la personne, comme on parle d'expérience de la personne. Il y a bien sûr d'autres langages non stigmatisants quand on parle de comportement réceptif. On essaie de s'éloigner du mot inapproprié parce que nous savons que le comportement qu'on voit est approprié pour le cerveau de la personne avec laquelle on travaille. Et donc, ces changements physiques qui se passent dans le cerveau, le comportement résultant peut approprier. C'est très important de se rappeler ces choses-là. En sachant la base du comportement de la personne est essentielle pour identifier le comportement réceptif. Par exemple, si je suis quelqu'un qui parle très fort, comme toujours, une personne comme moi ne va pas classifier le comportement comme un stage de la démence, mais c'est pas un comportement réceptif, c'est ma ligne de base, c'est ma personnalité. De l'autre côté, si je suis quelqu'un qui est timide, silencieux, si je commence à montrer des comportements, alors ça peut être la cause pour plus d'investigation. Comme fournisseur des soins de service, des aidants naturels, nous devons connaître les manières et les lignes de base du comportement initial de la personne. Et on peut identifier les changements et on peut informer l'approche et faire la stratégie de la réponse. Ce n'est jamais la responsabilité de la personne qui vit avec la démence. C'est notre responsabilité de comprendre ce qui est communiqué par la personne, comment répondre aux besoins qui sont là d'une manière centrée sur et de partager les interventions et les démarches à succès. Donc, il faut qu'on change comment on pense au comportement réceptif. Je vais aller à certains exemples de comportements réceptifs. Et un peu plus tard, on va parler des exemples d'intervention. Ce que vous n'allez pas m'entendre dire, c'est des interventions générales, bien sûr, des stratégies qui peuvent être efficaces. Mais quand on parle d'un soin centré sur la pensée, on va parler d'assurer que les stratégies et les approches qu'on utilise sont individualisées parce que la raison d'une personne, le motif derrière leur comportement, dépendamment de ce qui se passe dans leur cerveau, dans leur vie, peut être différent d'une autre personne. Alors, on ne peut pas seulement dire cette approche va fonctionner pour tout le monde. Il faut très bien comprendre l'historique et certaines des choses qui peuvent causer l'agitation, le comportement, en plus de savoir le processus de la maladie. Ce sont toutes d'importance pour déterminer la stratégie. Je vais parler de certains exemples communs. Il y a plusieurs exemples, bien sûr, mais ça, c'est les plus communs qu'on peut voir. D'abord, ramassage, bric-à-brac. On essaie de s'éloigner de certains mots. Ça peut créer un milieu dangereux parce qu'on n'est pas en train de regarder, on essaie de voir est-ce que ce changement de comportement va créer un risque? Est-ce qu'il faut y répondre avant que ça devienne dangereux? Pour, bien sûr,
le ramassage, le bric-à-brac, peut-être que ça va créer un risque d'incendie, un risque de chute. Si la personne vit avec un environnement avec d'autres personnes qui vont dans la, la chambre de quelqu'un d'autre, et de ce type d'interaction qui deviennent plus grandes et qui font l'expérience de ce ramassage et de bric-à-brac. Le refus de soins au traitement, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi au fur et à mesure que la maladie progresse. Donc, il faut être sensible quand on essaie de comprendre pourquoi quelqu'un est en train de refuser les soins. Certainement, il y a des risques qui sont impliqués dans un refus des soins. Par exemple, la malnutrition, les lésions cutanées, la déshydratation, les infections, mais c'est pas la personne de la famille qui fournit, par exemple, la douche, le lavage. Une personne peut-être est inconfortable d'avoir quelqu'un d'étranger, de nouveau, et que va prendre soin de ses toilettes intimes, par exemple. Donc, ça va prendre du temps pour que la personne s'habitue. Donc, c'est des étapes pour s'assurer que qu'ils peuvent. Donc, il faut être sensible à ce besoin de refuser les soins et pourquoi. La confiance est très importante dans ces situations. Alors, la fugue et, par exemple, des personnes qui vont sortir dans des conditions climatiques pas très appropriées. La personne cherche sans cesse à fuguer, ce qui l'expose à un risque de préjudice, comme je disais encore, pour les comportements, particulièrement pour la personne qui cherche sans cesse à fuguer. Il faut avoir des systèmes d'alarme. Par exemple, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre pour mitiger. D'autres exemples de comportements réceptifs, c'est un peu l'expression de la sexualité, par exemple, exposer les parties intimes en public, des commentaires sexuels verbaux à autrui, etc. Ce que nous voulons pointer quand on parle d'expression de la sexualité, il faut se rappeler que les êtres humains ont des besoins intimes. C'est pas un comportement irresponsable. Il faut comprendre le besoin de la personne, mais on veut s'assurer qu'on soutient l'expression de la sexualité de matière qui ne pose pas de risque, surtout quand il y a le risque qui existe. Ça peut être plus préoccupant quand la personne vit dans un environnement où il y a d'autres personnes. Donc, il faut comprendre c'est quoi le besoin et le besoin d'affection, mais de trouver d'autres facteurs. It could be des personnes qui n'ont pas d'activité sexuelle au niveau où ils étaient habitués. Donc, il faut comprendre d'où ça vient. Une façon de répondre à l'expression de la sexualité pour une personne n'est pas nécessairement quelque chose qui va être valable pour tout le monde. L'ingestion de corps étrangers aux substances étrangères, parce que manger ou boire des objets non comestibles, c'est un problème. Il faut voir, est-ce qu'ils sont en train de faire des erreurs en identifiant l'objet. Donc, il faut comprendre pourquoi. Quand on parle de la réaction physique, ça, c'est le comportement le plus à risque, peut-être parce qu'il y a plus de risques de blessures pour la personne ou pas la personne avec les personnes avec la personne vit. Donc, ça, les réactions physiques peuvent inclure de frapper, de botter, de pincer, de cracher, de gratter, etc. Donc, ce qu'on va faire un peu plus tard,
c'est le comportement d'intensification. Et on va parler de l'échelle d'intensification pour essayer de comprendre le tout. L'humeur sombre, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on l'associe pas à un comportement réceptif, c'est pas un comportement qui est là. C'est toutefois, même si on voit le risque à l'autre, mais il faut penser au risque à la personne en soi. Une humeur sombre est vraiment un risque pour la personne. Quelqu'un qui est normalement très sociable et ne s'engage plus avec des personnes, euh, euh, apathique. Ce sont, quand on voit d'autres facteurs qui peuvent être, qui peuvent voir ici un historique de dépression, etc. Le comportement d'autoprotection qu'on utilise pour, par exemple, la vocalisation répétée, faire les 100 pas, l'agitation, tout comportement verbal ou physique où la personne fait l'expérience d'une perception de risque, ça peut impliquer la protection de leur environnement, de leur chambre, de leur appartement. C'est protéger de leur euh, vous pouvez voir un comportement d'autoprotection quand on leur donne le bain parce que la personne va sentir qu'elle veut se protéger et aussi protéger certains protéger c'est très important de comprendre pourquoi il y a ce comportement d'autoprotection et de soutenir la personne qui fait l'expérience de ce comportement d'autoprotection. On peut voir aussi des comportements douteux ou paranoïaques, par exemple la crainte d'abandon, cacher des objets, penser se faire empoisonner ou que quelqu'un nous veut du mal. Donc, comprendre l'historique de la personne, c'est quoi leur expérience de la vie, ils peuvent revivre maintenant, ils vont faire l'expérience de façon différente, et aussi de voir quelles sont les autres préoccupations de santé mentale préexistantes pour pouvoir comprendre ce comportement. Et la dernière des choses, c'est la réaction verbale. C'est crier, blasphémer, des déclarations répétées. Et certainement, ce comportement peut avoir un impact pas seulement sur la personne, mais les personnes qui vivent avec ou dans le voisinage de la personne. Donc, ça peut être perturbateur pour les personnes qui vivent à côté. Donc, il faut très important d'apprendre qu'est-ce qui cause ces réactions verbales. Et c'est une des réactions les plus normalisées parce que si on n'y répond pas, ben, il faut, parce que ça devient à un certain moment faisant partie de l'environnement. Alors, ça peut être normalisé par les personnes qui sont dans l'environnement. Là, ça, c'est seulement Madame Jones qui parle, qui crie tout le temps. Non, on ne veut pas avoir ce type de comportement pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement, par exemple. C'est quoi le besoin auquel on ne répond pas, par exemple, pour prévenir ce comportement. Je vais aller maintenant aux approches communes pour le comportement réceptif. Encore une fois, on essaie de s'éloigner des stratégies très spécifiques, parce qu'il faut qu'elles soient axées sur la personne. L'approche Pieces et c'est le personnel qui reçoit cette approche pour soutenir les personnes avec la démence. Et c'est centré sur la personne, axé sur la personne. Je veux partager aussi, je n'aime pas que on parle de manière formelle, parce que quand on parle de saison naturelle, non payée, ça va aller pour le P, par exemple. C'est physique. C'est, vous voyez un comportement.
Est-ce que vous avez parlé à un médecin concernant le comportement? Est-ce que le comportement est brusque? Est-ce qu'il y a un peu des problèmes physiques? Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses? Ça, c'est les premières questions qui devraient vous venir à la tête quand vous reposez au physique. Et c'est très important de parler à l'équipe. Alors, le I pour l'intellectuel, ça peut, est-ce qu'il y a un changement dans la capacité à communication, à la communication? Le E pour les motifs, quels sont les besoins émotionnels qui ne sont pas remplis? La capacité de connecter émotionnellement aussi qui change. Est-ce que la personne est validée, se sent validée, entendue? Le C, c'est la capacité. Quelles capacités ont changé qui causent de la frustration, qui ont besoin d'ajustement? Est-ce que, par exemple, il ne peut plus prendre la brosse à cheveux de la manière avec laquelle il le faisait avant, ces choses comme telles, et comment soutenir ses capacités? Le E pour l'environnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé l'environnement? Est-ce que comment c'est perçu? Sur la lumière, la couleur, la capacité de naviguer, qu'est-ce qui peut changer dans l'environnement, qui peut déclencher des items déclencheurs. Et après, le S pour le social. Est-ce que l'engagement social est pareil? Parce qu'on ne peut pas assumer que tout le monde est social. Nous avons tous des préférences, que nous ayons la démence ou pas, mais c'est très important de comment la personne veut être socialement. Encore, penser à changer pour accommoder ses comportements réceptifs, pas changer la personne. On pense par exemple l'information sensorielle, la communication, des stratégies sociales et créatives, des activités significatives, offrir un choix avec simplicité. Aimerais-tu que je... et c'est un choix que vous offrez de manière très très simple, valider. C'est un bon moyen de commencer l'approche aussi. Absolument valider les émotions, les sentiments. Mais si vous ne comprenez pas, mais vous pouvez toujours valider en hochant la tête, en touchant la main de la personne. Et le contact durant la COVID, c'est difficile, mais ne rien faire constitue aussi un plan. Et le comportement se passe, et vous savez parce que vous devez faire, ne rien faire, c'est bon aussi. Alors, maintenant, je vais aller à ce modèle d'intensification comportementale. N'oubliez pas de faire preuve de considération positive inconditionnelle envers la personne à toutes les étapes de l'intensification. Donc, d'abord, c'est le point de départ. Au départ, il est probable que la personne n'ait pas besoin d'intervention. C'est là où je veux rester parce que c'est mon plan de départ. Il est très important de connaître les approches pour garder la personne dans son plan de départ. Après, ce qu'on peut voir, c'est le comportement anxieux. C'est là l'intensification. Donc, quand on voit, reconnaître qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et il s'agit le changement facial, par exemple, valider. Il s'agit de votre première et meilleure occasion d'éviter une intensification accrue. Encore une fois, toujours la positivité. Il faut réfléchir à la personne qu'ils ne veulent pas faire intensifier le tout, mais c'est notre responsabilité de répondre et de réduire ça. L'autre étape, c'est le comportement réceptif verbal. Là, il faut rester calme, il faut parler lentement à la personne, clairement et rassurer.
Donc, on ne veut pas nous poser comme une menace pour la personne. Donner de l'espace, permettre à la personne de se décharger, rassurer, valider les sentiments et fournir le soutien. Alors, quand on parle au comportement réceptif physique, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. C'est le plus commun des cas d'intensification. Des fois, ils sont très rapides et vous pouvez peut-être, vous n'aurez pas la chance de déceler chaque étape. Mais là, il faut réfléchir. On va se dire, ah oui, c'est vrai, il y avait un comportement réceptif verbal avant d'aller à un comportement réceptif physique. Et une fois que la personne devient à un comportement réceptif physique, toucher une personne qui se protège physiquement ne doit se faire qu'en dernier retour. Que vous allez être perçu comme une menace, une personne qui est déjà physiquement réceptif, donc il faut qu'ils aient leur espace, parce que les changements apportés doivent donner de l'espace, réduire le risque et instaurer des mesures de sécurité. C'est là, c'est ça, très rapidement l'intensification comportementale. Mais ça ne se passe pas tout le temps, mais c'est le plus commun des événements qui se passent. Je veux parler très brièvement de la répétition de la pandémie de la COVID-19. La pandémie de COVID-19 a changé comment les personnes atteintes de démence considèrent leur milieu. Elle a également changé les approches et mesures de soutien accessibles, tant pour eux que pour leurs partenaires de soins. Il y a une augmentation de l'isolement et des transitions vers un nouveau milieu où le soutien n'est plus le père et la capacité de la famille, des partenaires de répondre, de soutien comme avant. Ne pas avoir accès aux mesures de soutien et services antérieurs, ça affecte la personne. Et bien sûr, un soutien supplémentaire qui est nécessaire de la part de partenaires de soins non rémunérés. Il y a plein de fatigue, plusieurs de stress pour ces partenaires de soins non rémunérés. Et moins de soutien en personne, navigation dans les soins virtuels. Et aidant les personnes pour qu'elles comprennent ce que ça veut dire. Oui, nous avons toujours des soins, mais la pandémie définitivement a changé. Je vais discuter où aller pour trouver de l'aide. Soutien en cas de trouble de comportement, le STC, soutien en cas de trouble du comportement STC, c'est un programme provincial qui cherche à améliorer les services pour les adultes âgés avec des comportements réceptifs et complexes associés à la démence, à la santé mentale, dépendance à d'autres neurologiques en leur fournissant les bons soins au bon moment et au bon endroit, à domicile, en SLD ou ailleurs. Il y a des équipes de STC au sein des organismes à l'échelle des secteurs de soins de santé qui englobent un éventail de disciplines. Elles travaillent en collaboration pour aborder et soutenir les personnes avec des comportements réceptifs. Alors là, c'est où aller pour trouver de l'aide. La société Alzheimer, la société Alzheimer locale constitue un élément fondamental du soutien. Chaque société Alzheimer offre une gamme de services comme la navigation, la consultation, l'évaluation cognitive, la sensibilisation, le répit et les programmes de jour. De plus, les sociétés Alzheimer constituent souvent un partenaire principal des programmes du STC. Dans chaque région, il se trouve dans chaque région, bien entendu. Là, vous avez d'autres ressources qui sont disponibles avec des ressources générales en matière de COVID-19, le Brains Exchange et
ressources de connexion aux manières d'expérience vécues de partenaires familiaux, que ce soit pour la COVID-19. Vous avez une trousse d'outils pour l'isolement lors de démence. Et c'est vraiment de bonnes ressources. Comme je disais, la trousse d'outils pour l'isolement lors de démence qui a été développée pour aider les personnes en isolement. C'est un outil super. Peut-être c'est pas un outil que vous allez utiliser chez vous, mais je pense que c'est un outil pour aider à naviguer si vous êtes en isolement. Nous avons aussi mon plan de soins transitoires pendant la pandémie de COVID-19 qui a été développé, un outil super pour soutenir les personnes dans la transition. C'est quelque chose que vous pouvez y avoir accès pour voir le type de ressources qu'on utilise pour aider. Je vais remercier la Société d'Alzheimer et Christa. Merci. J'espère que vous avez parlé à d'autres de nos webinaires et vous allez les encourager à être parmi nous. Merci beaucoup. Au revoir.